Allez. Bonjour Aurélien, donc merci de nous accueillir sur ton domaine pour la réalisation de cette petite vidéo. Donc c'est suite à des visites Ecophyto et Groupe 30 000 qu'on a, et puis beaucoup de demandes de conversion en biodynamie dans le vignoble de Périgord, où il nous a semblé intéressant de faire des petits films avec différents biodynamistes. Donc on commence un cycle avec toi. Tu peux nous présenter un peu le domaine, s'il te plaît? Oui, donc nous, avec mon père, on travaille ensemble depuis 3 ans. On est en biodynamie méthode australienne depuis 2013. Et donc nous avons 12 hectares et demi de vignes à densité 5000 pieds par hectare. Donc des rangs entre 1,80 m et 2 m. Et à peu près 6 hectares de blanc. On fait du blanc sec et du blanc moelleux liquoreux. 6 hectares de cépage rouge pour du rosé, du rouge sur le fruit, du rouge de garde et aussi du jus de raisin. Ok. Donc pour cette première visite, on est là, on est fin août, les vendanges sont en pleine préparation, on le voit bien ici. Du coup, par rapport à une problématique biodynamie, sol, engrais vert, par rapport à cette période de l'année, quels sont les points importants pour toi dans les actions à mettre en œuvre dans les semaines ou les mois qui viennent? Eh bien, donc bon, tout d'abord, il faut, là, donc on est quasiment au 1er septembre, donc ça serait bien d'avoir les graines. Moi, je m'en occupe là dans la semaine, donc en septembre, voilà, on aura toutes nos graines pour être prêt à semer dès qu'il y a la première fenêtre, quoi. Et puis au niveau de la biodynamie, là, ce qui va compter, c'est qu'une fois qu'on aura vendangé, on va retravailler les sols qui se sont un rang sur deux, en fait le rang travaillé qui s'est un petit peu enherbé. Donc détruire cette herbe pour semer sur du propre, quoi, sur un lit de semence assez propre. Et puis de l'autre côté rang en herbe, avant de faire la 500, donc la 500 on va la faire juste après le semis sans doute, ou alors juste avant, tout va dépendre de la météo, on peut faire les deux. Et en même temps, il faudra que ce rang en herbe soit tondu pour que la 500 rentre bien dans le sol. D'accord, donc peut-être tu peux nous développer un peu sur l'intérêt. L'intérêt par rapport à l'engrais vert, c'est un meilleur enracinement de l'engrais vert, une meilleure structuration du sol, parce que la 500 va aider l'enracinement, en fait, la structuration que vont faire les racines. Les micro-organismes que contiennent la 500 et les racines des engrais verts vont travailler ensemble, vont édifier la structure du sol. Et en même temps, par rapport à un engrais vert sans 500, il y aura un effet structure plus marqué et il y aura aussi une humification, une augmentation de matière organique plus poussée. D'accord. Du coup, voilà, comme on sait bien que l'agriculture biologique, c'est une agriculture technique et qui demande de l'investissement. La biodynamie, je pense que c'est également un mode d'agriculture encore plus technique et qui demande aussi plus d'investissement de la part des vignerons qui veulent la mettre en pratique chez eux. Je pense qu'il y a... ça serait intéressant de faire un petit rappel, entre guillemets, des bonnes pratiques de la biodynamie. Et pour ceux qui souhaiteraient s'y mettre cet hiver, je pense qu'il y a pas mal de choses à voir, notamment vis-à-vis du réglage du dynamiseur, du chauffage de l'eau. Et pour que tout ça aussi s'imbrique avec une bonne organisation du travail, pour pas que ce soit pénalisant ou chronophage pour les agriculteurs qui s'y mettent. Du coup, on peut peut-être commencer avec la présentation du chauffe-eau, du chauffage de l'eau, et puis après on se dirigera vers le dynamiseur et le réglage du dynamiseur. Donc, je te laisse nous présenter ton installation. L'installation elle est simple en fait. Donc ici on a une cuve en inox qui autrefois servait pour faire des assemblages de vin. Maintenant elle ne sert plus que pour stocker de l'eau de pluie.
Donc voilà, de l'eau de pluie est récupérée via les toitures. Et puis donc elle est stockée ici. Elle est filtrée entre-temps? En fait, nous on la filtre pas, mais on a des toitures qui sont propres. Et ce qu'on fait pour éviter d'avoir des résidus, c'est que, vous voyez, tu vois, il y a 2 vannes, et donc on se sert toujours à la vanne du haut. En faisant comme ça, depuis des années, on n'a jamais aucun résidu, 2 vannes, aucun bouchage. Ok, donc ça c'était la récupération d'eau. Donc cette eau-là, il faut qu'elle soit chauffée. Voilà, il faut que l'eau. Donc nous, on suit vraiment la méthode australienne. Donc comme nous l'a appris Alex Podolensky, qui est venu gracieusement plusieurs années, le temps qu'on comprenne tout, qu'on se forme. Donc l'eau doit être tiède, elle ne doit pas être chaude. Il faut qu'elle soit chauffée d'un trait, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que ce soit de l'eau froide et de l'eau chaude mélangée pour faire de l'eau tiède. Et il faut de l'eau qui ne dépasse pas 35 degrés. Oui, justement, parce que je crois savoir que par rapport à cette plage de température, c'est pas seulement un dogme d'Alex Podolensky ou d'un autre, c'est qu'il y a aussi des raisons techniques et scientifiques sur la qualité de l'eau, qui fait que si on dépasse, on modifie les qualités de l'eau. Si tu peux nous développer un peu là-dessus. Moi, je suis pas scientifique, je suis juste agriculteur, donc je peux te dire ce que j'ai lu et ce que j'ai entendu. A priori, d'après les Australiens, au-delà de 35 degrés, les résultats chutent. Quand on chauffe l'eau à plus de 35, à 36 et ainsi de suite, ça commence à chuter. Et après, au niveau de ce qu'on lit là dans la littérature biodynamique avec Schauberger, donc l'eau a 4 états, et elle a 4 températures, du coup elle a 3 états et 4 températures clés. Donc à 0 degré ça gèle, à 100 degrés ça bout, à 4 degrés c'est quand elle est la plus dense, et à 35 degrés en fait, à 35 elle commence à perdre son état colloïdal. Voilà. Donc il ne faut pas dépasser cette température, et ce qui fait que le souci en fait, c'est donc, comme je disais, c'est de chauffer en direct de l'eau à 35 degrés ou un petit peu moins. Les Australiens, ils aiment bien se caler à 33 parce que c'est vite fait de dépasser, en fait, de prendre 2 degrés ou 3 de plus. Donc à 33, ils aiment bien cette température. Nous, on essaye de faire pareil. Et pour ça, donc, sans mélanger de l'eau chaude et de l'eau froide, donc il faut un chauffe-eau. Enfin, on n'est pas obligé de faire avec un chauffe-eau. Non, parce que vous avez testé différentes solutions auparavant, avant d'arriver à ce qu'on va voir tout à l'heure. Nous, ce qu'on a testé, on a testé la chaudière, enfin chauffer avec du bois, chauffer avec du gaz dans des tisanières. Ce qu'on trouve d'idéal, c'est le chauffe-eau gaz, parce qu'il permet d'enchaîner en fait les dynamiseurs très facilement, parce qu'il est automatisé. Et ça nous permet qu'une seule personne puisse à la fois épandre de la 500 ou de la 501 et revenir avant l'heure d'épandage, pendant qu'il y a un autre dynamiseur qui tourne. Et pendant que ce dynamiseur tourne, en fait, on remplit un récipient annexe, donc on va remplir 110 litres. Et quand le dynamiseur a fini, en fait, on le vide dans notre cuve qui est traînée derrière un quad. Et on récupère l'eau qu'on a mis dans un récipient annexe, on la met dans le dynamiseur. Comme ça, on ne perd pas de temps. Et ça permet d'enchaîner. Donc, on relance le dynamiseur et on part répandre. Ok, on peut s'avancer. Tu nous présentes un peu ton installation de chauffage de l'eau? Alors, l'installation, elle est assez simple. Donc, une cuve en inox où l'eau de pluie est stockée. Ça va bien, t'as du début. Intégré là-bas. En fait, la petite pompe est importante parce que autrement, on n'arrive pas à avoir de l'eau à moins de 35 degrés.
c'est que tous les chauffe-eau ils chauffent à plus de 35 degrés. Et le fait d'avoir une pompe, l'eau passe plus vite à l'intérieur du chauffe-eau et donc on arrive à être en dessous des 35 degrés. On arrive ici par un tuyau. Donc, ici en fait on a un chauffe-eau gaz qui peut marcher avec du butane ou du propane. On voit la bouteille ici en bas. Là. Et voilà, alors ce qu'il y a, c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure, c'est qu'en général les chauffe-eau sont faits pour chauffer à plus de 35 degrés. Et ils sont aussi faits pour pouvoir mélanger de l'eau chaude et de l'eau froide pour avoir la bonne température. Ouais, donc là on a les deux robinets, eau chaude, eau froide. Voilà, donc l'eau froide, nous on l'a condamnée, on s'en sert plus, donc il n'y a que le robinet eau chaude. Et en fait, ce qui se passe bien souvent avec les chauffe-eau, c'est que en étant au réglage minimum du gaz, on est souvent déjà à 37, 38, 39 degrés. Et le fait de mettre une pompe, ouais, donc ça c'est nouveau, c'est un rajout que vous avez fait récemment dans l'installation. C'est un rajout. En fait avant on est arrivé à faire de l'eau à 33 degrés, mais c'était très précis là au niveau du réglage. Et on avait assez peu de débit, c'est-à-dire que ça sortait, mais ça sortait pas très très vite quoi. Et maintenant ça sort plus vite avec la pompe et on a moins ce problème là d'être en dessous des 35 degrés parce que la pompe en fait fait circuler l'eau plus vite dans le chauffe-eau et donc en fait l'eau chauffe moins quoi. Donc, du coup ça en investissement, ça... le chauffe-eau, la pompe, c'est un investissement que vous estimez à combien? Alors le chauffe-eau, je voudrais pas dire de bêtises, je pense qu'il y en a au moins pour 500 €. Et la pompe, le chauffe-eau, t'en as eu pour combien? 1000 balles. 1000 balles avec la pause? Ouais, 1000 €. 1000 €. Donc ça Après, fait... la pompe, il faut compter dans les 400. Bonjour Michel, le papa d'Aurélien, vigneron au vignoble Proyac. Donc ouais, 1000, le chauffe-eau. Ouais, mais tout compris, il y en a pour Avec la pause et tout, et 1500, toute l'installation. Voilà, après, un montage, rien qu'avec une pompe, ça peut fonctionner. Il faut, voilà, faut pas une pompe qui débite trop, c'est ça quoi. Faut pas mettre une pompe vinicole qui débite 120 Là, on était sur quoi? Sur du 20 litres minute? À peu près, voilà, à peu près sur du 20 litres minute. Ok. Donc d'eau chaude, hein, voilà. D'eau tiède, pardon. Et donc une fois qu'on a chauffé son eau, on peut la dynamiser? Alors ouais. Alors là, on a préparé un dynamiseur, donc à blanc hein, pour aujourd'hui, vu qu'il n'y avait pas nécessité à répondre une 500 ou une 500 aujourd'hui, mais c'est plus pour s'attacher aux réglages importants concernant la dynamisation. Donc déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu le modèle que toi tu utilises? Alors nous, en ah fait, oui, on peut vérifier avant donc là, la température. On était à 33, là le fait de sortir, on voit que ça baisse assez vite. Ouais, ça fait un peu 5 minutes ou même 10 minutes qu'on l'a laissé. Ouais. Mais on est au 30 degrés, un peu en dessous, 29. Non, non, mais on y est en fait, c'est juste le fait de sortir, ça... On a perdu un petit peu par rapport à tout à l'heure. En fait, ce dynamiseur, c'est un dynamiseur de type australien, c'est-à-dire que en fait, le réglage de l'inversion, donc il dynamise dans un sens et puis il va dynamiser dans un autre sens. Et donc ce réglage-là, en fait, il se fait pas avec un timer, pas avec un programmateur. Il se fait en fonction du niveau de l'eau dans la cuve, parce que le niveau de l'eau va changer un petit peu durant l'heure de dynamisation. Donc c'est à ça que sert cette colonne, non? C'est voilà, ça? en fait, tout simplement, ici il y a une prise d'air, enfin moi j'appelle ça une prise d'air, c'est un trou où en fait l'eau va s'engouffrer. Et en s'engouffrant, elle va monter dans cette colonne. Et en montant dans cette colonne, en fait, ici, elle va pousser l'air. Et le fait de pousser l'air, en fait, va appuyer sur un interrupteur. Voilà. Ok. Et donc, ce qui permet que voilà, ce dynamiseur suit en fait la fluidité de l'eau, qui va augmenter avec le brassage. Voilà. Et du coup, on est très proche de ce qu'on pourrait faire à la main. Voilà. Voire en fait même mieux, quand il y a une grande quantité comme ça, c'est certainement mieux de le faire à la machine, quoi. Pour un petit volume
la main est supérieure, mais sinon, pour un grand volume, il faut le faire avec une machine, quoi. Alors, tu nous le mets en marche et puis tu nous montres les points de vigilance dans la dynamisation. Donc là, on est dans la création du vortex, le chaos. Ah, je te laisse développer, Aurélien. En fait, bon, il y a vraiment un point important, c'est qu'il faut pas que le vortex aille jusqu'au fond de la cuve. En fait. Parce que ce qui se passe, c'est que en fait, il y a un mouvement d'aspiration et l'eau, en fait, quand elle arrive en bas du vortex, il y a un tourbillon. Le vortex est un tourbillon, mais en dessous, en fait, l'eau descend jusqu'en bas et puis après, elle remonte sur le pourtour des parois et puis elle redescend de nouveau. Donc ce phénomène-là, il se passe si on ne fait pas le vortex à fond. Si on fait le vortex à fond et qu'on arrive à voir le fond de la cuve, ça fait beaucoup moins ce phénomène. Donc ça, c'est important de le respecter. Et du coup, quand on règle le dynamiseur, il faut veiller à ce que la règle qu'il faut garder en tête, c'est que le vortex soit fait à 70-80% du maximum. Donc là, on est bien. Donc là, on est bon. Voilà, il n'est pas fait tout à fait. Bon, là, ce que je dis, ça paraît peut-être un peu compliqué, mais si on voit une image, si on voit un dessin, on le comprend très bien. Ok, bah là, tout va bien. On va peut-être l'éteindre pour le bruit. Oui, Aurélien, donc ça, on a vu les réglages importants pour le dynamiseur, mais on voit aussi que sur ce modèle de dynamiseur, là au fond, on a un petit trou pour le trou de vidange, qui des fois peut être pas un problème, mais un piège, entre guillemets, pour les préparats. Donc je crois que tu m'avais dit que tu avais vu plusieurs façons, soit en Australie, soit vous, ce que vous avez fait sur le domaine pour pallier à ce petit inconvénient-là. Oui, en fait, le petit risque, c'est qu'il y ait un peu de 500, par exemple, surtout la 500P ou la 500 qui reste coincée au fond, là. Donc ce qu'on peut faire le plus simple, c'est de la déliter avant dans un petit volume d'eau tiède, à peu près 5 litres, quoi, de la déliter dedans, hein, à la main, et de verser cela dans le dynamiseur quand il est plein, avant de le mettre en fonctionnement, quoi. D'accord. Et après, bon, il y a d'autres dynamiseurs, comme les dynamiseurs italiens, qui ont un petit cache avec une manette pour cacher ce trou là qui donne sur la vanne. D'accord. Donc, toujours après dans la continuité, donc une fois qu'on a dynamisé notre 500, il faut l'appliquer. Donc là aussi dans l'organisation du travail, on voit que le dynamiseur est prévu pour être pris avec le transpalette. Ouais, voilà, donc nous on le soulève voilà, au transpalette, enfin l'élévateur, on le vide par gravité directement dans la cuve qui nous sert à épandre donc la 500 et la 501, la 500P et la 501. Et puis une fois que c'est fait, donc on le remet sur ses cales, on le remet de niveau, et donc on a un récipient annexe là que j'ai pas sorti, où on a déjà mis en fait 110 ou 120 litres donc d'eau qui sont déjà tièdes, et on transvase cette eau. Alors nous on le fait au seau parce que c'est assez rapide, mais on peut aussi imaginer d'avoir le récipient surélevé et de transvaser par gravité. Nous on le fait au seau, c'est assez rapide, c'est une dizaine de seaux et puis c'est fait. Il y en a pour moins d'1 minute. Donc le dynamiseur est de nouveau rempli avec de l'eau tiède. On met la préparation, que ce soit la 501 ou la 500P. Et voilà, on lance le dynamiseur, tout simplement. On regarde bien l'heure à laquelle on l'a lancé.
et puis on part répandre celui qu'on a vidé. Voilà. Et ce qu'il y a, c'est que voilà, nous, on essaie vraiment de revenir avant l'heure, donc on y arrive, on revient toujours après 45-50 minutes. Donc là, de nouveau, ça laisse le temps de préparer de l'eau tiède dans le récipient annexe avec le chauffe-eau, qui fait à peu près 20 litres minute. Et puis de se préparer, positionner la cuve d'épandage pour pouvoir vider le dynamiseur et puis continuer comme ça, quoi. Faire 3-4 dynamiseurs s'il faut. Ouais, justement, on va pouvoir aller voir le matériel que vous utilisez pour l'épandage. Ouais. Je vais vous laisser nous présenter votre Zardox premier, donc votre pulvérisateur. Donc là, on va voir d'abord pour la 501, vu que là il est orienté comme ça, puis après on regardera ce que vous avez fait pour la 500P. Il y a une pompe puissante qui monte jusqu'à 11 bars. Elle est prise au stade, c'est-à-dire au-dessus de 11 bars, elle déclenche. Mais là, s'il y avait par exemple mis que 2 ou 3 G, il n'y aurait pas assez de débit, elle déclencherait. Et là, il y a 8 G, un bus blanche Albus. Les débits sont, je ne me rappelle plus, je crois aux alentours de 0,8 litres minute. Entre 0,6 et 0,8 si je ne me plante pas. Je pense que c'est moi. C'est en dessous d'un demi-litre. Donc là voilà la rampe avec un système de poulie que tu as fait pour la déplier, la replier rapidement. Ouais. Donc là Aurélien, tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce que vous recherchez comme objectif pour la pulvérisation de la 501? Et en fait, on cherche à faire un brouillard très fin qui reste le plus longtemps en l'air possible, afin que la lumière passe à travers et que la vigne capte cette lumière-là qui passe à travers le brouillard. Donc ce qui est important, c'est d'avoir des buses, comme disait mon père, très fines et beaucoup de pression. Comme ça, on fait un brouillard fin qui va vraiment flotter dans l'air plusieurs secondes. En type de buse, là, c'est quoi du coup? C'est des Albus blanches, il me semble que... Des plus petits débits de Chalbus. Voilà, je pense que c'est les plus petites de chez Albus. Donc là, je sais pas si on va bien voir sur la vidéo, mais effectivement, on a la création d'un petit embrun. Donc là, on couvre 4 rangs. Les bulles sont orientées vers le ciel. Il y a celle-là qui est orientée. Ouais. On ne pulvérise pas sur la végétation, on pulvérise vers en haut pour que ça redescende. Alors après, ce qu'on peut dire, c'est que la rampe est éprouvée, elle est solide, parce qu'on en a cassé un paquet avant de la mettre au point. Ouais, mais tu as fait de nombreuses adaptations, je crois, aussi. Ouais. C'est-à-dire, après, quand il y a beaucoup de pression, tous les raccords sont en laiton. Le plastique casse. On tombe facilement en panne. Souvent, quand on passe sur
Une petite motte, des obstacles, ça amortit. Et aussi dans ce sens, elle est légèrement escamotable. On n'est pas à l'abri d'attraper une branche d'arbre. J'ai l'impression qu'on doit être à 8 bars. 8 bars de pression pour 8 buses. Et on commence à bien sentir les embruns. Donc là Aurélien, on voit bien la manip voilà, de ce qu'on par gravitation pour remplir le pulvé. Voilà. Et là je crois que tu as dans les mains un objet important aussi, si tu veux nous en toucher quelques mots. Ouais, ben, tout simplement c'est un préfiltre. Voilà, c'est un filet en fait dont la maille fait 1 mm. Et donc c'est ce qu'on utilisait pour préfiltrer la 500 afin qu'on n'ait pas de problème de jet qui se bouche ou quoi que ce soit, de pompe qui s'encrasse, enfin le moins possible. Et je pense que... Et après il y a un autre filtre sur la machine. Sur la machine, pareil de 1 mm carré, parce que voilà, il faut... Ce qui est le plus gros dans la 500, c'est les œufs de vers de terre, ça fait 1 mm carré, donc voilà. Voilà, il y avait une raison autre que les bouchages des buses qui expliquait la taille du maillage que tu nous indiquais de 1 mm. Voilà, il faut laisser passer les œufs, mais il ne faut pas boucher les buses, quoi. Donc là, on a un filtre un peu surdimensionné. Ouais, il est un peu surdimensionné. Idéalement, après là, on l'attache, comme ça, on est tranquille. Et puis on laisse faire, on laisse se vider. Donc là en même temps on va y revenir en détail, mais on voit donc l'appareil que vous utilisez tracté par un quad. Le temps que ça se remplisse et avant qu'on regarde plus en détail le fonctionnement du pulvé. En termes, tout à l'heure on parlait de l'importance de l'organisation des chantiers et des temps de travaux. Michel, Aurélien, vous estimez entre le moment, Michel, où tu te lèves le matin, que tu pars dans une séquence préparable biodynamique, et le moment où tu as fini pour faire toute ta surface, donc un peu plus de 10 hectares comme on disait tout à l'heure, tu estimes que ça te prend combien de temps, tout compris? Alors, 4 heures. En 4 heures, tu fais plus de 10 hectares, 12 hectares. En chauffant l'eau, en épandant. La première heure, je dynamise et je casse la croûte. On a 1 heure et je lis le journal et je compte l'heure. D'accord? Et après, une fois que je suis parti, il me faut 3 heures dans les vignes. Voilà. Ouais, donc on est sur des délais tout à fait raisonnables. Quand je suis à la vigne, je suis à la pointe du jour, au premier rayon du soleil, pour la 500. Et la 500, c'est le soir. Là, je vais faire 8 hectares un soir et 4 hectares un autre soir. Ou alors, je fais tout, mais si l'après-midi est pluvieuse et sans trop de lumière. Voilà. Ouais. Et si on a de la lumière, j'ai pas le temps de tout faire l'après-midi. Et comme dans toute chose en agriculture, et encore plus en agriculture bio et biodynamique, on s'adapte à son environnement. Voilà. Alors, après qu'on ait vu votre adaptation de la rampe pour la pulvérisation de la 501, on voit que ici, sur le même appareil, en fait, vous avez fait une adaptation pour la pulvérisation de la 500 ou 500P. Donc je vous laisse présenter vos adaptations. Alors, déjà, le régulateur il est réglé sur 1 bar. Oui, alors tout à l'heure on voyait qu'on allait à 8 bars. 1 bar. Et il y a un jet grosse maille, enfin une cartouche, un filtre grosse maille pour la 500. Le filtre très fin est abandonné, il est démonté. Parce qu'on veut faire passer des... Donc là c'était le filtre très fin. Ouais, lui, il est pour la 501, il est démonté. Et après il y a un filtre grosse maille. Grosse maille, oui.
Alors là, il y a des sorties de 1 mm, pour voir si c'est pas des 1,2. 1,2, ouais. 1,2. Sur les bus qu'on voit là, C'est des bus Berthoud, c'est du jetable Berthoud. Très simple qu'on trouve sur toutes les lances ordinaires en jardinerie. Alors on a essayé plein de bus, on a essayé des 0,6, des 0,8 et voir des grosses gouttes, le débit. Là, on a trouvé que c'est la 1,2 qui va le mieux. Voilà, parce que autant tout à l'heure on disait pour la 501, on cherchait vraiment un nuage de gouttelettes très très fines, vaporisées vers le ciel, alors que là c'est l'inverse, on cherche de la grosse goutte vaporisée épandue vers le sol. Alors à l'origine, on avait fait une adaptation avec 2G monté par nous-mêmes et on a eu énormément de problèmes, de la casse, c'est-à-dire en plein chantier des cases de notre rampe. Et suite à ces problèmes, j'ai imaginé une rampe très solide en inox, soudée en inox, avec 6 sorties. Donc c'est une espèce de nourrice là qu'on voit là. C'est une nourrice qui est montée sur un moteur d'essuie-glace avec un jet tournant ici. Jet tournant basique qu'on trouve sur les lances haute pression, etc. C'est un moteur d'essuie-glace avant de Citroën C15. Donc, à grande vitesse. Voilà, l'avantage c'est qu'on a réglé en grande On a vitesse. choisi, voilà. C'est pas les moteurs d'essuie-glace arrière qui souvent sont assez lents, quoi. Voilà. On a pris un Citroën C15 réglé sur la grande vitesse de balayage. Après, qu'est-ce qu'on peut dire? Si on met en marche la machine, on couvre une surface de plus de 8 à 10 mètres, ça dépend quand on oriente léger, à un seul passage. Et on a une régularité des gouttes parfaite. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune zone d'ombre, à part c'est derrière les souches, il y a encore. En fait, l'objectif c'est ça, c'est d'essayer d'avoir une goutte de 500, une grosse goutte par centimètre carré. Tout en gardant en tête que c'est une substance qui a une certaine mobilité. Une fois qu'elle est dans le sol, ça va se déplacer, quoi. Ces micro-organismes-là vont bouger. Donc on essaye de faire au mieux et c'est l'objectif qu'il faut se fixer. Ok. On lance un peu pour voir léger comment ça se passe. D'abord léger pur peut-être et puis après avec le balancement de l'essuie-glace. Donc là on voit bien léger qui sortent tel quel des buses. Donc là pour l'instant il n'y a pas de gouttelettes. Et donc c'est bien le mouvement imprimé par le moteur d'essuie-glace qui va nous créer la gouttelette. En fait, s'il y a déjà des gouttelettes, ce qu'il y a c'est qu'on peut régler un petit peu la forme du jet, ici en vissant ou en dévissant. Ouais, on peut. Et le but c'est d'avoir un jet assez droit pour qu'il rentre dans l'air et qu'il soit fractionné. Et là je vais faire marcher. On voit bien les gouttelettes dans les plaques d'eau là-bas. Voilà. Et là on roule à 8 à l'heure. À 8 à l'heure, on fait 3 hectares je crois. 3 hectares en 45 minutes. Ouais, donc là aussi encore des débits de chantier assez rapides. Alors Michel, je crois aussi que tout à l'heure tu nous parlais de la pompe, mais je crois qu'il y a quelques caractéristiques techniques importantes aussi. Donc si tu peux nous détailler un peu plus ce que tu as fait. Alors c'est très simple. On a un réglage avec un régulateur sans retour à la cuve. On a uniquement une chose très simple, c'est un retour sur pompe. Voilà. Et comme ça, le liquide revient sur la pompe
et ne rentre pas dans la citerne. C'est-à-dire le produit dynamisé n'est pas rebrassé à nouveau. Et ça permet comme ça de pouvoir régulariser sa pression de 2 bars à 8 bars. D'accord. C'est très simple. Mais c'est un point important qu'il faut prendre en compte. Ouais, de 1 bar à 8 bars. De ne pas renvoyer le produit dans la cuve. Non. Donc Aurélien, c'est pour cette première vidéo sur le thème de la biodynamie du sol et des engrais verts. On s'est attaché plus particulièrement à la 500 et puis surtout aux bonnes pratiques de réglage et d'utilisation des préparats. Mais la biodynamie, c'est pas que l'utilisation des préparats biodynamiques. Donc c'est aussi de bonnes pratiques agronomiques. Dans ce cadre, on l'a vu tout à l'heure, les prochaines étapes de travaux, ça va être les semis des engrais verts pour protéger les sols à l'automne. Donc là, vous allez vous y prendre comment sur cette prochaine étape? Et donc c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Les rangs qui sont travaillés se sont un peu réenherbés là, en cette fin d'été. Donc la solution, ça serait de passer par exemple avec un outil à dents, et puis on a des rouleaux enfouisseurs, donc pour enfouir un petit peu, incorporer là, ces plantes qui restent. Et une fois que ça sera fait, quelques temps après, voilà, on sèmera. Et puis au niveau du rang qui est enherbé pour nous, donc ça sera de tondre sans doute. Sauf si dans certains endroits peut-être que l'herbe est peu poussée, donc on pourra faire une 500p directement. Voilà. Un petit peu, Et donc cet outil à dents dont tu parles, c'est aussi un outil que vous avez fait en construction, qui est dérivé d'un outil australien, le Rehabilitator. Et puis ça sera le sujet de notre prochaine vidéo sur la biodynamie, le sol et les engrais verts. Donc avec le réhabilitateur pour préparer le sol et les applications de 500p. ouais. Et il ne me reste plus qu'à te remercier pour ton temps et la disponibilité que vous nous avez gentiment offert pour tourner cette vidéo. Eh bien, avec plaisir. Voilà, nous, on aime bien donner de notre temps. Bon, on n'en a pas beaucoup, mais si ça peut faire avancer la biodynamie, si ça peut aider des gens, parce qu'il y a beaucoup de solutions qui sont simples quand on les connaît et qui ne coûtent pas non plus excessivement cher si on peut s'auto-construire. Voilà, donc j'espère que ces vidéos serviront à ça. On l'espère aussi. Merci Aurélien et à bientôt sur Agrobio Périgord TV pour découvrir le réhabilitateur et l'appareil en pleine action.